L'Alliance, c'est une pomme de terre jaune, à chaque terme. Fabuleux, excellent. Et elle se conserve bien, tu vois. Ouais, on n'est pas nombreux à Martine. Aux environs de 1780, un certain Laurent Esnoux des Châtelet, armateur avec son frère dans la société des Châtelet et Frères, à Lorient pour le compte, dans leur compte privé, mais qui font partie de la 3e compagnie des Indes, dite des compagnies de Calonne, avec des armateurs privés, justement, acquiert des terres ici, dont une partie appartenait déjà depuis 1752 à son père. À partir de 1784, va construire, puisqu'ils vont constituer une propriété, hein, donc, en achetant des lots par-ci, par-là, etc. Ils vont commencer à construire le parc et le manoir. Ils vont réussir à marier une de leurs filles avec un enseigne de vaisseau du nom de Dupuy de l'Aume. Et donc la fille et l'enseigne de vaisseau vont avoir plein d'enfants, notamment un qui va être un peu plus connu que les autres, qui va devenir ingénieur et qui s'appelle, donc de son prénom, puisque ce sont des virgules et pas des... non, ce sont des tirets et pas des virgules, Charles-Henri Laurent Stanislas Dupuy de l'Aume, la famille Dupuy de l'Aume, qui par malchance va croiser le destin d'une cuisinière qu'ils vont embaucher à Lorient, qui s'appelle Hélène Gégado. L'empoisonneuse. Voilà, bizarrement, ils vont tous mourir. Voilà. Et donc, la propriété ici va changer de main en totalité à cette époque-là. Et va passer à la famille Terrier de Lette, qui étaient des Américains, dignitaires du port de Lorient, mais qui étaient bien nés aux États-Unis. Évidemment, c'est vendu aux enchères, donc c'est vendu et pas forcément très très cher. Et donc, le parc va être un peu liquidé, puisqu'en plus, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc c'est quand même... Quand la propriété va être mise en vente, c'est le maire Emmanuel Zob, qui était donc maire SFIO de Lorient, qui va faire sauter la ville sur l'occasion, à l'époque, de pouvoir acheter la propriété natale de l'illustre Dupuy de l'Aume. La ville va acheter la propriété le 11 septembre 1925. Alors là, il y a une astuce, maintenant ça fera un scandale inimaginable. En fait, c'est Madame Zbob qui va se présenter aux enchères et enchérir en son nom. Et le lendemain, elle va la revendre à la ville de Lorient. Parce que la ville n'avait pas le droit d'acheter aux enchères. Donc à partir du 1er mai 1926, vous allez avoir le PLL qui va être créé juste fin 1925, début 1926, qui va s'installer très rapidement au château. Mais ils reçoivent à peu près 900 enfants par jeudi et par vacances scolaires. Alors imaginez 900 enfants dans 400 mètres carrés, ça ne fait pas du tout. Donc ils vont assez rapidement agrandir. Ils vont faire une copie, paf, d'une orangerie, comme on trouve à l'époque, début 20e, fin 19e, dans tous les parcs, au Tabor, notamment à Rennes, des choses comme ça. Donc on va y mettre les enfants, alors c'est affreux, hein, on va dire chétif maintenant, mais alors à l'époque les termes sont rachitiques ou débiles. Pas mal d'enfants aussi qui ont un foyer tuberculeux, donc on appelle ça des pré-tuberculeux dans leur famille. Donc pendant qu'on envoie les parents se faire soigner au Sana, on met les enfants en pension ici avant qu'ils soient malades. Et puis comme ils disent, eh ben, on les engraisse au bon air. Voilà. C'est un préventorium en réalité. On va avoir la création un tout petit peu plus tard, 1936, d'une auberge de jeunesse dans le bâtiment qui va se trouver là, face à moi. Et donc qui, elle, est la véritable orangerie du parc. On va très rapidement arriver à la Seconde Guerre mondiale où les Allemands vont s'installer. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait ici, mais un sacré micmac. Ils ont fait des gros souterrains, des bunkers partout, parce qu'il y en a quand même 14 sur la propriété. Voilà. Donc ils étaient bien installés ici. À l'époque, ils vont purement et simplement raser la moitié du jardin pour faire un parking pour leurs camions et leurs fourgonnettes, etc. Et on va arriver en 1945, désolation, la ville de Lorient rasée à plus de 80%, 90%. Il va falloir implanter des cités provisoires pour reloger alors la population, pas tout de suite, pour reloger les gens qui vont être utiles à leur construction. Ce qui fait qu'en plus à l'époque, il ne suffit pas d'être lorientais pour avoir le droit de revenir à Lorient, il faut être utile. Donc il faut être un métier de bouche, un boulanger, un maçon. Et donc le dernier bon plan pour avoir une baraque à l'époque, à la mode, c'est faire un enfant et se mettre pompier. Et là on était sûr d'en avoir une. Voilà, donc il y a eu beaucoup de pompiers et de deuxième ou troisième enfants à ce moment-là. La dernière baraque habitée en 1985 à Lorient, sous le régime municipal, reconstruction, relogement, etc., c'est ici. La ville de Lorient va remettre le PLL dans son aérium, donc qu'on appelle l'orangerie, et en 90 va réhabiliter la ferme pour refaire un petit peu la descendance de l'école de plein air, puisqu'ils vont faire les classes vertes
classe pédagogique, classe thématique, des squats, dysfonctionnements électriques, tout un tas de choses. Le château, la toiture du château va brûler en 1988 et il va être tellement arrosé que tout le reste va finir par pourrir avec, tout simplement. Et donc la date suivante, c'est 1991, la création du parc technologique. Ici, on était dans le lot 14 et 15 du parc technologique il y a quelques années. Donc leur ambition était quand même très claire, c'était quand même de construire ce genre de choses. On a créé l'association en 2002. En 2004, on a à peu près su 90% qui ne voulaient plus le raser, puisque du coup, on avait fait tellement de bruit que c'était plus question de passer le bulle dessus. En 2006, 7, 8, on a démonté, travaillé en amont, démonter, remonter la baraque que vous avez visitée tout à l'heure. Et à partir de 2008, 9, 10, on a fait pareil sur le jardin. On l'a pas démonté, mais il a fallu créer un projet de toute pièce qui colle avec l'ensemble ici. Il faut savoir que ce domaine de soie, c'est un domaine qui est fin 18e. Et en plein 18, à la fin du 18e, il y a quand même pas mal de jardins qui se mettent... qui sont réaménagés en jardins nouveaux, comme ils disent, c'est des jardins anglais, jardins même anglo-chinois. Et la particularité, donc on va parler que du potager, la particularité il est un peu en contrebas. Cette particularité, c'est depuis le XVIIe siècle, c'est la Quintini qui a innové à ce niveau-là en mettant des murs au niveau du potager du roi de Louis XIV. Il a mis des murs, mis des contrebas, fait des coins pour ainsi dire, pour obtenir 2 ou 3 degrés de plus, et tout ça pour avoir des primeurs. Alors, les petits pois au XVIIe siècle, on les mangeait crus. Mais crus quand ils étaient primeurs, et c'était la grande nouveauté. Les dames de la cour, elles prenaient des petits pois, elles se les mettaient dans la poche et elles mangeaient ça le soir. Bonjour.